J'ai prévu encore 2 semaines pour déménager, donc je vais pas remettre les clés aujourd'hui. Des fois, vous êtes un peu froid, vous faites peur. Ça va être important de lire les diagnostics. Ça, je pense que c'est un petit peu trop négligé. Donc, quand ils perdent un défunt, quand ils perdent une personne. Parce que là, si on perd un défunt, on le perd 2 fois, quoi. Bienvenue dans le podcast immobilier, le podcast où on parle d'immobilier sans jargon, sans fioriture. On essaie de vraiment vulgariser. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler immobilier, mais avec une notaire qui est incroyable, qui est jeune, qui a plein de choses à dire. Et elle va nous expliquer un petit peu les erreurs à éviter aujourd'hui dans l'immobilier. J'accueille aujourd'hui Laure Casgrain. Bonjour Laure. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'immobilier, je voulais que tu me dises un petit peu qui tu es tout simplement. Donc, je suis notaire à Paris, mais je viens de la ville d'Angers. J'ai fait mes études là-bas, Angers, Nantes. J'ai fait mes stages à Angers, puis je suis arrivée à Paris, j'étais à peine diplômée. Et voilà, j'ai trouvé une étude dans laquelle je me plaisais, dans le 16e arrondissement. Et depuis, j'exerce là-bas. J'ai une montée en compétences. J'ai beaucoup évolué dans cette étude-là. Vraiment, je suis arrivée, j'étais encore stagiaire. Et finalement, je me suis retrouvée à prêter serment avant mes 30 ans. Enfin, ça a été vraiment très rapide et c'est très, très chouette. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être notaire ? Faut faire une licence de droit, faut faire un master de droit. Enfin, disons qu'en fait, il y a plusieurs voies. Il y a une voie professionnelle et une voie plutôt universitaire. J'ai poursuivi la voie universitaire, donc j'ai fait mon master 1 et 2 en droit notarial. Et après, alors, à mon époque, ça a déjà changé de nom, mais moi, c'était le DSN, le diplôme supérieur du notariat. Donc, ça se fait en 2 ans de semestrialité, plus une année de rapport de stage. Pourquoi tu as choisi d'être notaire ? Moi-même, je sais pas trop. En fait, c'est venu un peu au fil de l'eau parce que j'ai pas du tout des parents qui ont fait des études tout court. Et finalement, moi, le droit, ça m'a toujours un petit peu attirée. Ce qui m'a attirée, c'est que je voulais faire un métier où il y avait de la complexité. De rendre quelque chose d'accessible, quelque chose de complexe, accessible aux personnes qui n'y connaissaient rien. Donc, le droit m'a paru une bonne solution, surtout que je me suis vite rendu compte que quand on était bon en droit, finalement, on pouvait s'en sortir dans la vie, mais dans la vie de tous les jours. Je pense que quand on a des bonnes connaissances juridiques, finalement, ça allège la vie quotidienne. Alors, tu le disais, le notaire, il a un spectre très large, un périmètre très large, mais concrètement, il fait quoi le notaire au quotidien ? Le notaire au quotidien, en fait, il accompagne toute personne et vraiment toute catégorie sociale. Vraiment, je crois que toute personne va au moins une fois dans sa vie voir un notaire. Donc, il peut s'occuper tant du droit de la famille, donc tout ce qui est... en fait, souvent, les personnes rencontrent les notaires lors de la succession des grands-parents, voire des parents. Donc tout ce qui est aspect succession, mais aussi tout ce qui est aspect donation ou régime matrimoniaux. Quand on se marie, on n'est pas sans savoir qu'il y a des régimes matrimoniaux différents qui peuvent s'appliquer. Si on veut un contrat de mariage, on est obligé d'aller chez le notaire. Sinon, dans la vie, on peut vendre, on peut acheter. Pareil, dès que ça touche le bien immobilier, on est obligé d'aller chez le notaire. Évidemment, c'est un podcast sur l'immobilier. C'est le premier. On fait le premier avec toi. Et je voulais que tu nous donnes un peu des tips, des conseils en matière de notariat et d'immobilier. À quel moment l'acheteur ou le vendeur ils doivent te contacter, rentrer en contact avec toi ? Plus on anticipe et mieux on s'en sortira. Côté vendeur, c'est bien d'aller voir son notaire dès qu'il y a le projet de vendre parce que on peut voir ensemble déjà les complexités. Des fois, on ne se doute pas que finalement, il y a des petits soucis, il y a des petits grains à sable dans le dossier. Et c'est bien de voir ça avant de se trouver confronté à un acquéreur qui veut acheter tout de suite, maintenant, et qu'il faut régler des procédures, des travaux, ce genre de choses. Donc c'est bien d'anticiper, d'aller voir son notaire finalement dès qu'on a le projet en tête pour un peu
ratisser et aplatir en fait les éventuels points à aborder en fait en amont. Également, on peut voir la fiscalité. C'est des choses qui peuvent être déterminantes dans le prix de vente, notamment, je pense aux plus-values. C'est bien de connaître la réglementation de la plus-value. Ça, une fois, un vendeur qui est arrivé, il avait déménagé juste avant de mettre en vente. C'est pas de bol parce que du coup, il a dû payer de la plus-value alors qu'il aurait déménagé 2 mois après. Finalement, il aurait été totalement exonéré de l'impôt de plus-value. En tant qu'acquéreur, c'est bien d'aller voir son notaire. Pareil, dès qu'on a le projet, alors c'est vrai que c'est moins le réflexe, mais finalement, rien que d'avoir un peu la procédure à suivre, le fait de connaître les différentes étapes, donc de savoir par exemple l'enveloppe que la personne doit mettre, le montant des frais de notaire également, qu'il faut prendre en compte. Alors, quand bien même que finalement maintenant les banques ne financent plus les frais, donc ça permet d'avoir le montant, la fourchette de prix de vente à targeter. Mais parfois l'acquéreur il a son notaire et le vendeur il a son notaire. Comment vous faites pour travailler sans bisbille quoi? Le notaire doit être impartial. On a vraiment, c'est dans notre prestation de serment, on doit se prêter impartial dans le contrat. En matière de vente, c'est extrêmement fréquent qu'il y ait un notaire vendeur, un notaire acquéreur, parce que pour des raisons de confiance, les personnes aiment bien avoir leur propre notaire, parce qu'on nous confond souvent avec les avocats. Alors moi, je rassure les personnes qui ont un seul notaire dans la vente. Il n'y a pas du tout à se méfier. Mais ce qui est important, en fait, je pense en premier lieu, c'est d'avoir confiance dans son notaire. Donc finalement, si chaque partie a confiance dans son propre notaire, je préfère qu'il y ait 2 notaires plutôt qu'il n'y en ait qu'un seul. Ça ne coûte pas plus cher pour les parties, notamment pour l'acquéreur. C'est l'acquéreur qui règle les frais de notaire. Ça ne sera pas 1 centime plus cher pour l'acquéreur qui est 1 ou 2 notaires. On a l'habitude, du coup, on sait qui doit faire quoi. On a des règles qui sont extrêmement bien établies. Chacun fait sa part des choses. Et bien sûr qu'on collabore ensemble, pas l'un contre l'autre vraiment, mais ensemble pour mener à bien le projet de nos clients. Est-ce que dans tout ce processus d'achat et de vente, est-ce qu'il y a des documents qui sont cruciaux et que l'acquéreur, le vendeur doit absolument lire et que parfois il néglige? Pour ce qui est des parties, pour l'acquéreur, ça va être important de lire les diagnostics. Ça, je pense que c'est un petit peu trop négligé. Les acquéreurs, je pense, ne prennent pas assez conscience des conséquences des diagnostics parce que finalement, le diagnostic sert à justement renseigner l'acquéreur des caractéristiques du bien. Le notaire ne se déplace pas. Le vendeur n'est pas un technicien. C'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels du type diagnostiqueur. Donc ça, c'est assez crucial. Quand on est en copropriété aussi, j'attire l'attention sur les procès-verbaux d'assemblée générale parce que c'est là où on apprend tout ce qui se passe dans une copropriété, dans un immeuble. S'il y a des mésententes entre voisins, s'il y a des procédures, ce genre de choses, tout ça, c'est relaté. Dans les procès-verbaux d'assemblée générale, ça peut être un peu ingrat à lire, mais finalement, on se plonge dans l'ambiance de l'immeuble et ça, c'est extrêmement important. Je voulais que tu me racontes des petites anecdotes, peut-être pas, ou une anecdote que tu as sur une vente qui a capoté. Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus qui sont croustillantes et qui vont permettre de nous identifier, nous, finalement? Ah oui, alors ce que j'ai eu, il n'y a pas longtemps, alors ça n'a pas capoté la vente, mais par contre, on a pris du retard. Pourquoi? Alors j'ai même 2 exemples en tête, mais finalement, c'est le même sujet. C'est les maisons qui n'étaient pas complètement déménagées. C'est-à-dire, promesse de vente, pas de problème. Et finalement, on arrive au jour de la vente. Tout le monde se pointe au rendez-vous, pas de problème. On arrive au paragraphe propriété jouissance en disant bon, on fera la remise des clés aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien vos clés? Et les vendeurs qui disent ah ben non, moi j'ai prévu encore 2 semaines pour déménager, donc je vais pas remettre les clés aujourd'hui. Et là, on se dit, mais non, on avait quand même prévenu lors de l'avant-contrat que la remise des clés aura bien lieu au jour de la vente et pas après.
Bah oui, mais bon, on a le piano au premier étage, c'est compliqué, on n'a pas pu assez anticiper, faut faire venir une entreprise, à Paris, c'est faire venir des grues spécialisées, parce que ce sont des matériaux fragiles qu'il ne faut pas casser. Voilà, donc déménager les pianos, apparemment, c'est compliqué, ça prend du temps, et forcément, si on ne remet pas les clés au jour de la vente, finalement, on ne signe pas l'acte. On a toujours des solutions, si toutefois vraiment les personnes se retrouvent à la rue. Hein. Mais on essaie quand même de faire les choses de façon très carrée. Et clairement, un piano au premier étage, ça peut empêcher une vente. J'ai eu le cas aussi il y a 2 semaines. Dans la cave, il y avait un manège du style supermarché qui était resté à l'intérieur. Le truc, il doit faire 200 kilos. Ils n'ont pas réussi à le déménager, c'était trop lourd. Donc on se retrouve à l'acte de vente avec un manège dans la cave et là on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Donc la cave, ça n'empêche pas d'emménager dans l'appartement, mais n'empêche que c'est quand même très handicapant pour l'acquéreur qui ne peut absolument pas emménager dans sa cave. Comment on fait dans ces cas-là ? On prévoit un déménagement qui sera aux frais du vendeur ou comment ça se passe ? Alors, plusieurs solutions. Alors, solution numéro 1 qu'on n'aime pas, c'est la clause séquestre. En fait, on peut séquestrer une partie du prix de vente, mettre un engagement du vendeur de faire le maximum pour déménager, pour faire en sorte de pouvoir faire une jouissance paisible, en fait, et complète rapidement. Et en contrepartie, en fait, nous, on garde une partie du prix de vente dans notre comptabilité. Ça peut être une grosse partie. Hein. Des fois, on prend un tiers du prix de vente juste parce que la cave, elle n'est pas déménagée. Le but, c'est de motiver en fait, le vendeur à faire le maximum dans un délai extrêmement court, de telle sorte de ne pas pénaliser l'acquéreur encore plus longtemps, alors qu'il aurait dû avoir la totalité des clés au jour de la vente. Ça peut être une solution, ou alors on diffère. Ah oui. Ouais. Ah, mais si l'acquéreur il a prévu son déménagement le jour même, vous faites comment ? On peut différer. Il fallait le voir avant. Et c'est vrai que nous, ça nous met dans une situation hyper délicate aussi. Alors, je veux bien, si les personnes sont à la rue, bien sûr que notre but, c'est pas de créer des SDF. Hein. Mais au maximum, on décale parce que ça va être l'argument ultime pour que le vendeur agisse dans les 24 heures. Très bien. Et ça veut dire quoi le conseil qu'on donne ? Et moi, c'est le conseil que je donne aussi quand je suis agent immobilier. C'est de dire, faisons un état de lieu quelques heures avant la signature de l'acte authentique. On va se rendre sur place pour voir si tout va bien. Est-ce que c'est ça, pas le conseil ? Ouais, ça peut être un conseil, mais encore une fois, si vous faites la visite 2 heures avant le rendez-vous et qu'il y a un manège de 200 kilos qui est dans la cave, en 2 heures, vous n'avez pas forcément trouvé la solution. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas mobiliser le notaire de manière superflue. C'est-à-dire qu'on va appeler tout de suite le notaire et lui dire ça se fera pas quoi aujourd'hui. Ouais, bien sûr. C'est vrai que ce sont des cas souvent qui interviennent lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire, lorsqu'il n'y a pas d'agent immobilier, quand finalement les personnes elles sont peut-être pas assez accompagnées. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un conseil très juridique, très technique, mais nous, on ne se déplace pas. On ne se déplace absolument pas dans les lieux, donc on n'a aucune idée. Si nous, on ne nous dit pas qu'il y a un manège de 200 kilos dans la cave, on ne le saura jamais. Donc c'est vrai que c'est très bien d'être accompagné sur les lieux par des professionnels. Et justement, tu parlais de professionnels de l'immobilier, des gens comme moi. Ça se passe mieux en général les ventes quand il y a un agent immobilier. Tu peux le dire très franchement, hein, même si ça peut se passer très bien entre particuliers. Mais est-ce que quand même il y a un professionnel de l'immobilier qui est là, c'est un peu plus carré ? Je ne sais pas si c'est plus carré, mais en tout cas c'est plus fluide. Ça, c'est clair parce qu'on sent qu'il y a eu un accompagnement avant, pendant et après. C'est-à-dire que si toutefois on a justement ce genre de soucis qui peuvent être très dérangeants ou peu dérangeants, finalement c'est fluidifié par le fait qu'il y a un intermédiaire qui gère tout ce côté technique, en fait, tout ce côté pratique. L'aspect pratique n'est absolument pas pris en charge par le notaire, mais même du style la remise des clés, finalement, s'il n'y a pas d'agent immobilier, que le vendeur n'est pas sur place, ne se déplace pas, finalement, nous, on a très peu de solutions à proposer. Donc, ça permet de fluidifier les choses. Ouais. Je voulais revenir un peu sur les anecdotes parce que
Bon, souvent, quand on achète, c'est en couple. Parfois, moi, je l'ai vécu. J'ai divorcé, enfin, je me suis séparé et j'ai vendu l'appartement que j'avais en commun. Mais est-ce que tu as des anecdotes comme ça avec des couples? C'est parfois douloureux, mais parfois, ça peut faire sourire. Est-ce que tu as des histoires comme ça qui sont un peu singulières? Ouais, j'ai une vieille dame qui était venue me voir. Elle vendait son appartement dans lequel elle avait toujours vécu. Et je regarde un peu l'origine de propriété et son acte de naissance. Et je vois qu'elle s'était mariée 2 fois avec la même personne et divorcée aussi 2 fois. Et finalement, je la vois venir au rendez-vous avec un monsieur. Et donc, je demande au monsieur de se présenter, parce que pour le coup, il n'y avait pas d'intermédiaire. Je savais que ce n'était pas l'agent immobilier. Finalement, en fait, c'était l'ex-mari. En fait, ils continuaient de vivre ensemble. Et finalement, au lendemain de la vente, elle reçoit du coup la totalité du prix de vente. Elle le réinvestit totalement dans un autre bien immobilier. Et là, elle me demande comment faire pour que son ex-mari devenu concubin puisse bénéficier de son appartement qu'elle vient d'acheter et comment elle peut lui léguer en exonération de droits. Et clairement, en tant que concubin, ça coûte très très cher de léguer à son concubin. Donc je peux que lui conseiller de se remarier avec. Et là, elle me dit, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Non, j'ai une autre anecdote sur les surprises très peu de temps avant la vente. Je conseille toujours tout à fait à mes clients de revisiter l'appartement ou la maison très peu de temps avant. Avant l'acte authentique. Hein. Avant l'acte de vente, tout à fait. Et là, en fait, il y a eu un dégât des eaux à peu près 1 heure avant la vente. Ils venaient de se déclarer et finalement, ils avaient les pieds dans l'eau 1 heure avant. Vraiment, les semelles étaient encore mouillées, les chaussures étaient encore mouillées quand ils sont venus chez moi. Et donc là, ils se sont dit, on n'a pas du tout eu le temps de faire les attestations à l'assurance parce que ça vient de se déclarer. Et heureusement, finalement, qu'ils n'avaient pas visité la veille, parce que ça peut avoir une incidence sur les assurances. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent, sur des clauses qui sont difficiles, un achat à deux qui est peut-être plus difficile qu'un achat tout seul? Est-ce que tu peux nous donner des petits conseils comme ça, des choses sur lesquelles il faut être vigilant? En fait, il faut être vigilant, je pense, par rapport au régime matrimonial ou pactimonial ou en concubinage. Parce que, alors c'est une chose d'acheter à deux, ensuite il faut pouvoir gérer à deux, il faut surtout prévoir la sortie. La sortie, ça peut être tant la séparation que le décès. Qu'est-ce qu'on fait en tant que concubin? On achète à deux, 50-50, il y en a un qui décède. S'il n'y a pas de disposition prise du vivant, finalement, la personne se retrouve avec la famille de son concubin décédé. Alors, il y a un truc, on dit souvent les frais de notaire, les frais de notaire, les frais de notaire. Donc, vous avez votre beaucoup... Cauchemar. Voilà, votre cauchemar de tous les jours, les frais de notaire, comme si vous vous empochiez énormément d'argent. Mais je voudrais juste que tu lèves une croyance erronée, voilà, une idée reçue sur les frais de notaire. Attention, les frais de notaire, c'est pas les notaires qui empochent l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous empochez finalement une petite partie des frais de notaire, ouais, qui sont malheureusement appelés frais de notaire? Oui, c'est ça, on appelle frais de notaire parce que c'est le notaire qui appelle les frais. En fait, c'est... Qui les appelle, c'est-à-dire qu'il les sollicite, quoi. Il les sollicite, tout à fait. Parce qu'en fait, le notaire, il est officier public et ministériel chargé d'une mission de service public. Pourquoi une mission de service public? Parce que notamment, on est collecteur d'impôts. Donc, lors d'une acquisition, en effet, toute acquisition est soumise à un impôt de mutation. L'impôt de mutation, c'est 7%, grosso modo. Chaque acquéreur va payer des frais. Il va devoir de l'argent à l'État. Il est imposé sur son acquisition. Et ça, juste une petite parenthèse, c'est quoi l'origine de ça? C'est pour pas qu'on fasse des achats, des reventes sans cesse? C'est pour... Je pense qu'en fait, on va chercher l'argent là où il y en a. Ouais. Et une personne qui finalement a le budget pour acheter un bien immobilier
a bien le budget de renflouer les caisses de l'État. Donc finalement, d'acheter un bien à 250 000 ou à 260 000, est-ce que ça fait une grosse différence ? Bon, ça dépend des personnes, mais finalement, grâce au prêt, ça reste accessible. Donc, je pense que vraiment, c'est de l'opportunité. Et les frais d'acquisition sont clairement une affaire d'opportunité pour l'État. Donc, grosso modo, sur des soi-disant frais de notaire à 10 000 euros, vous allez toucher 2 000, C'est ça, un peu moins. Ou à 2. Ouais, tout à fait. Donc, ça peut être 1 000 ou 2 000 euros sur 10 000 euros. Exactement. Ouais, donc c'est très peu, en fait. Ouais, c'est très peu. On ne va pas se plaindre non plus. Mais c'est vrai que finalement, on devrait appeler ça impôt lié à la cession ou à l'acquisition. Impôt de mutation. Exactement. Juridiquement, ça s'appelle impôt de mutation. Et alors, plutôt que frais de notaire. Mais en fait, on dit ça parce que c'est le notaire qui le collecte, qui l'appelle. Laure, quel est le meilleur agent immobilier ? C'est quoi le profil type du meilleur agent immobilier pour toi ? Pour te faciliter les choses, pour que ça, tu m'as dit, c'est plus fluide avec un agent immobilier, mais il y en a des bons, des moins bons. Donc, c'est quoi le meilleur agent immobilier ? Qu'est-ce qui va faire qu'il va se démarquer des autres ? Je pense qu'un bon agent immobilier est un agent qui accompagne beaucoup les personnes et qui va gagner la confiance, des parties, tant vendeurs qu'acquéreurs. Parce que finalement, c'est lui qui va être le référent, finalement peut-être plus que le notaire, qui va être le référent au quotidien. S'il y a un problème, s'il y a une question, ça va être, je pense, le premier interlocuteur parce qu'il est plus accessible que le notaire. Ça on s'en rend bien compte, bien qu'on ne soit pas moins accessible. Non, des fois, vous êtes un peu froid, vous faites peur. Mais ça, on s'en rend compte parce que finalement, vous rencontrez vendeurs, acquéreurs en dehors du cadre, notamment chez eux. Finalement, vous les connaissez de bien avant nous. Ah bah oui, le fait de rentrer chez eux, déjà, c'est hyper intimidant. Ouais. Ça peut l'être. Hein. Bon, maintenant, je suis habitué, mais... Non, mais c'est vrai que vous rentrez dans l'intimité des gens, vous connaissez beaucoup plus leur parcours, leur personnalité. En tant que notaire, nous, on découvre les personnes en rendez-vous. Donc, finalement, les accords sont scellés. Nous, on sert à encadrer plus qu'autre chose. Donc, en effet, un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui aura en fait déblayé le terrain, préparé le terrain, un peu indiqué aux vendeurs acquéreurs les procédures à suivre, de telle sorte qu'en fait, les parties soient en confiance. Je crois que ça, c'est le plus important. Super, alors. Je crois qu'on a tout dit. Finalement, c'est un job merveilleux que tu as, puisque tu m'as dit, je suis pas trop dans l'humain, tout ça, mais bon, en fait... ouais, tu m'as dit ça en off, mais je le balance. Ce qui est génial dans le notariat, c'est qu'on touche vraiment à tout. Donc là, on parlait de l'immobilier, mais on n'a pas parlé de droit de la famille. Et ça, c'est quand même, faut le reconnaître, une branche du notariat qui est très chouette parce qu'on accompagne les personnes dans les étapes importantes. Donc on peut anticiper, préparer leur patrimoine, mais on les voit aussi lors des successions. Donc quand ils perdent un défunt, quand ils perdent une personne. Parce que là, si on perd un défunt, on le perd 2 fois, quoi. Quand ils perdent une personne... Elle a perdu toute crédibilité. Ne l'appelez pas. Hein. On l'a perdu dans le lac. Donc, et quand ils perdent une personne de leur famille, finalement, ça va être le professionnel qu'on va voir assez rapidement après un décès. Et la question, ça va être finalement comment payer le moins d'impôts possible. Donc ça, c'est bien de voir ça avant le décès. Mais on peut encore gérer quelques petites choses après le décès et accompagner dans les procédures tant juridiques qu'administratives. Merci Laure, c'était hyper clair, hyper précis, j'ai adoré. Donc, vous l'avez compris, si vous décidez d'acheter, vendre, faites appel à votre notaire et surtout, ne tardez pas pour l'appeler. Si vous avez un projet immobilier, pensez aussi à moi. C'est important, ça change vraiment tout. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je parle que d'immobilier, mais de tout ce qui entoure l'immobilier, l'architecture, les diagnostics, enfin vous saurez tout. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.